Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Au bout de 4 heures d'horloge de lecture des résultats obtenus sur les 58 départements que compte le Cameroun, ensuite en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie, Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle pour la proclamation des résultats, sort enfin lorsqu'il est 15h10 le nom du vainqueur de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Paul Biya, candidat investi par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vient en tête avec 71,28% de voix. Le tour de tête est complété par Maurice Kamto, candidat du MRC, avec 14,23% et Cabral Libi Ngenge, 6,28%, dévançant ainsi les habitués tels Adamou Damjoya 5e et Garga Manadji 6e. Présidentielle 2018, vers la fin du processus. Madame, Monsieur, c'est le fin du jour. Présidentielle 2018, vers la fin du processus. Pour en parler, je suis avec Paul-Joël Kamtian. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bienvenue sur le plateau Equinox Soir, une fois de plus. Une fois de plus, merci d'avoir renouvelé cette invitation. Voilà, vous êtes data journaliste. Effectivement, je le suis et je le resterai à vie. Voilà. Vous aimez les chiffres? Les données, je préfère appeler les données parce que chiffres, oui, ça n'aura pas la même signification qu'une donnée, oui, comme étant un chiffre. Ça peut être un chiffre ou ça peut être autre chose qui cache derrière toute une politique en réalité qui concourt à concocter des ingrédients d'information en réalité. Ok, bienvenue une fois de plus. Merci Serge Alain. Sur ce plateau également, Max Wabo, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Voilà, vous êtes juriste. Oui, c'est bien ça. Observateur de la scène politique camerounaise, vous avez observé tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Oui, exactement. Vous pouvez en parler, d'autorité. Bien sûr. Voilà, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Merci. Également sur ce plateau, Honoré César Ngomo, bonsoir. Bonsoir Serge Alain autour, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision qui nous suivent en ce moment et bonsoir à toute la jeunesse camerounaise, en particulier celle de Voritoire. Ok, Voritoire, vous êtes membre du RDPC, de ce côté-là, c'est ça? Je suis conseiller à la section OGRDPC Voritoire. Ok. Et c'est un plaisir. Au final, c'est une longue course, mais je ne dirais pas que je suis très content, comme tous certains des camarades, parce que nous avons vécu une campagne assez déchirante. Malgré ce score, vous n'êtes pas content? Personnellement, je pense que au vu de la tristesse de ce que nous avons vécu au cours de cette campagne, des camarades aujourd'hui qui ne peuvent plus, dont on ne peut plus se regarder en face, je souhaiterais tout simplement partager cette joie parce que nous sommes dans un jeu démocratique et il ne faudrait pas que la politique nous divise. Donc c'est un appel que je leur lance pour leur dire le défi c'est demain. Il faudrait raison. La politique revient, la démocratie revient à la raison et le RDPC, mon parti, a gagné. Il ne sert à rien de se faire des inimitiés. Donc la vie continue et ensemble nous avons bâti ce Cameroun dont le principal acteur qui est le président Paul Biya voudrait bien nous laisser émergents. Ok, vous êtes premier selon les résultats sortis aujourd'hui du Conseil. Et deuxième, c'est Maurice Kamto et pour en parler, pour défendre son champion, Wilfried Ekanga. Bienvenue. Bon retour hein, sur le plateau. Wilfried, bonsoir. Merci beaucoup Serge Alain, bonsoir. Bonsoir et bon début de semaine aux téléspectateurs d'Equinox TV. Voilà, je reste avec vous Wilfried. Aujourd'hui, comment vous avez vécu ça? Les jeux étaient faits déjà au sortir de la séance de jeudi, vous saviez que c'était... Si les jeux... C'était une surprise? C'était plus une surprise pour vous, le résultat d'aujourd'hui? On constate évidemment que les résultats finaux ressemblent beaucoup à une fiche qui a circulé, qui circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux notamment, où on se demande à quoi servait donc tout ce qui apparaît à la fin comme un cirque. Si déjà les résultats étaient connus à l'avance, ça veut dire ça explique pourquoi les requêtes étaient systématiquement irrecevables. Mais on va faire franc jeu, on va être fair play en disant voilà. Comment est-ce qu'on se sent après une élection? Le cas échéant, il y a 3 camps.
Il y a le camp des RDPcistes qui, à juste titre, se réjouissent d'avoir gagné l'élection présidentielle. Il y a les opposants de l'opposition qui sont évidemment tristes. C'est clair que nous étions partis pour gagner. Nous avions envie de rafler la magistrature suprême, cela n'a pas été le cas. Et dans le fameux camp de l'opposition, il y a en tout cas ceux qui, par une sorte de réalisme, acceptent les faits actuels. Il y a d'autres qui prétendent détenir encore d'une façon ou d'une autre des preuves de quelconque malversation politique. Bon, sachant raison garder, je vais essayer d'être conforme au verdict des urnes et y accorder le crédit au Conseil constitutionnel sur ces résultats-là. Et après, il y a le camp des... Enfin, avant, je mets quand même la parenthèse en disant « Rien ne me réjouirait de plus que de véritables preuves irréfutables que tout cela ne s'est pas bien passé comme cela aurait dû être, qu'il y a eu tricherie, etc. et que tout peut recommencer. » Mais partant de la faible probabilité que cela arrive, je me dis qu'il faut accepter les choses comme elles sont et établir sur les échéances à venir. Après, il y a le troisième camp, c'est le camp des lâches, le camp des neutres, ceux qui n'ont pas eu le courage et la force de prendre position lorsque la campagne avait cours et qui aujourd'hui, comme des piles surchauffées, s'agitent beaucoup, notamment à travers les réseaux sociaux et les médias pour narguer, en tout cas ceux qui, selon eux, auront perdu et qui, comme ça, manifestent leur attachement au pouvoir en place. Alors, on peut dire, dans l'éventualité où tout cela est à accepter comme c'est, on peut dire félicitations au président Paul Biya. Il est président, c'est de bonne guerre pour lui, pour sa famille et pour le clan à sa suite et les ministres qui conserveront leur poste et toute l'administration évidemment. Mais pour la population, je mets en exergue le clivage qu'il y a entre l'administration et le peuple, parce que pour le peuple, ce sera le statu quo. Quand on souligne que la plupart des projets dont on fustige la non-réalisation aujourd'hui avait été mis sur pied avant même le mandat de 2011. Ce n'est donc pas dans les 7 ans à venir qu'il faut espérer des miracles. Ce sera encore le statu quo habituel et c'est dommage que des Camerounais pensent que parce qu'un camp a gagné, ça veut dire que l'autre a perdu. Je dis toujours que s'il y a un déficit de bitume ou une absence d'autoroute entre Yaoundé et Douala et une recrudescence des accidents, l'accident de la route ne fait pas de distinguo entre un RDPciste et un MRCiste. La mort vient à l'assaut de tout le monde. Donc il faut toujours garder ça en mémoire quand on se réjouit que la médiocrité, pour ainsi dire, a triomphé. Cela dit, il y a quand même des bons points à relever, c'est-à-dire les partis d'opposition, notamment le MRC, il n'a pas perdu en soi, il a perdu par rapport au RDPC, mais il n'a pas perdu par rapport à ce qu'il était avant. Il est parti de 0 à 14%, c'est sa première élection, et il est devenu la principale force de l'opposition. On ne s'en réjouit pas évidemment parce que nous voulions gagner, mais nous nous réjouissons du fait que ceux qui ne sont pas allés voter sont certainement supérieurs même à ceux qui sont allés voter, parce que beaucoup ne sont pas inscrits sur les listes. Là, justement de ce problème, il fait des fangas. Oui, c'est un problème. Le taux. Évidemment, on va évoquer ça. Il y a déjà le taux d'abstention qui montre déjà des amours pour le RDPC, même s'ils n'ont pas eu le temps de s'habituer aux nouveaux partis d'opposition et aller voter eux. Mais en tout cas, quand on a vu l'effervescence populaire, on voit que le parti en fait qui a le plus perdu avec le SDF, c'est le RDPC lui-même. Il n'y a pas à s'en réjouir. Le pourcentage est certes élevé, mais par rapport aux 3,7 millions de 2011, il y a un déficit. Il y a une énorme dégringolade. Alors, je conseillerais à mes amis du RDPC de se remettre fortement en question parce que ça veut dire qu'ils ont moins bien fait que les échéances passées et que l'opposition a plutôt le vent en poupe. Donc, dans ce contexte, nous exhortons ceux qui ne sont pas allés voter pour les échéances prochaines, si les choses en restaient là, de s'inscrire et de matérialiser maintenant par les urnes l'énorme soutien populaire dont bénéficient actuellement les partis d'opposition, notamment les MRC et Univers. Ok. Maswabo, à travers, dans les propos de Wilfried Kanga, on comprend, il accepte le verdict du Conseil aujourd'hui, mais il pense que le MRC a quand même gagné quelque chose dans le scrutin du 7 octobre. Le MRC est quand même gagnant, quelque part. Oui, à vrai dire, Serge Alain, je ne vais pas peut-être être totalement d'avis avec Wilfried. Bon, le RDPC a gagné. On ne peut pas contester parce que il n'a plus notre instant, il n'a plus notre instance après le Conseil constitutionnel. Alors, mais dans cette élection, je pense également que si je dois dire quelque chose, c'est que le MRC sort quand même gagnant. Parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a eu deux partis d'opposition qui ont fait rêver de Camerounais. Le MRC du professeur Maurice Kamto et le parti Univers qui était représenté par Cabral Libby. Au moins, ce qu'on peut retenir de positif, c'est que bien que les Camerounais ne sont pas
beaucoup inscrits sur les listes, parce que d'autres ont même regretté de ne pas être inscrits. Mais on note quand même qu'il y a quand même eu un engouement, et je suis persuadé que pour les élections à venir, on a encore les municipales, on a encore les législatives. Je pense qu'il y a lieu de s'inscrire, il y a intérêt à s'inscrire, et c'est même là-bas où, au niveau des législatives, où on peut même rendre le RDPC minoritaire. Donc tout n'est pas perdu. 2018 n'a pas encore sorti toutes ses cartes, le jeu politique continue, et je demande aux Camerounais, intéressez-vous au jeu politique, allez vous inscrire sur les listes électorales et préparons justement les échéances à venir. Ok. Paul Joël, MRC, c'est le vainqueur de cette élection? On peut le dire comme ça? Bah écoutez, si... C'est un parti qui est quand même créé en 2012, hein, je crois bien, bien le sûr, des Kangas, bien sûr. qui est déjà représenté à l'Assemblée. En réalité, la première compétition politique. Voilà, et comme il a dit, maintenant voilà. c'est le chef de l'opposition. Oui, justement. La progression, c'est normal? Progression, il n'y a pas encore de progression parce qu'en réalité... Parce qu'être deuxième... Non, on ne parlera pas d'échéance parce que c'est la première participation à une présidentielle. Mais venir damer le pion à des anciens, comme je dis, la oui, non, en fait, cela témoigne c'est simplement ces jalons du fait que son offre pourrait être plus alléchant par rapport au SDF qui a été gangréné aussi bien par des facteurs endogènes qu'exogènes et dont je ne vous apprends rien. Et donc lorsqu'on regarde la position du SDF parmi tous ceux qui sont allés à cette élection, c'est-à-dire le SDF est actuellement 4e et donc 3e de l'opposition, vous comprenez en réalité qu'il y a une soif de changement, une soif de nouveaux acteurs qui arrivent sur l'échiquier politique et donc cela peut s'illustrer avec le MRC, avec le parti Univers qui, comme vous l'avez vu, Cabral a été l'une des figures de proue de cette campagne, notamment pour ce qui est du couloir de la jeunesse. Maurice Kamto, pour certains, incarnait, soit dit-on en passant, le changement. Bon, l'expérience, non, puisqu'en réalité, c'était sa première participation à une élection présidentielle, la deuxième participation politique en réalité, parce que la première était l'échéance, voilà, donc il faut le dire ainsi. Mais ma foi, je voudrais dire en réalité que c'est notre démocratie, quoi qu'on dise autour de tout ce qui a émaillé le déroulement du processus ou alors des opérations électorales, il faut quand même dire qu'il y a quand même plusieurs questions à se poser, parce qu'en réalité, c'est maintenant que le travail de l'opposition devrait commencer, parce que le RDPC ne va pas dormir sur ses lauriers. Il faudra, pour ce qui est des prochaines échéances des législatives et des municipales, pouvoir justement quadriller ces secteurs et les boucler, parce qu'en réalité, c'est à ce niveau que les textes sur lesquels le RDPC, le Conseil constitutionnel et les CAM se sont basés ont fait en réalité la force du RDPC dans cette élection. Je vous prends un cas par exemple, lorsqu'on vous dit que le Conseil constitutionnel dit que c'est vous, c'est le requérant qui apporte la preuve de ces allégations. Il est très difficile de le faire parce que vous avez une autre disposition qui vous dit en réalité que lorsqu'il y a un problème, en réalité, le PV qui fait foi est celui signé par Elecam. Donc, ramener la preuve d'une fraude devient en ce moment extrêmement complexe. Vous savez cela. Et lorsque vous faites une lecture transversale des différents textes qui régissent toutes les administrations, à la fois directement et indirectement impliquées dans le processus électoral, vous comprenez en réalité que ce n'est pas le législateur qu'il faut accuser, mais de la nature de l'ingénierie des lois au Cameroun. En réalité, c'est ceux qui introduisent ces textes qui s'arrangent à boucler tout le processus. Parce que quand vous prenez le Conseil constitutionnel, vous prenez le Code électoral, vous prenez les CAM, en réalité, les dispositions des textes de chacune de ces institutions, en réalité, se rejoignent, se croisent et bouclent en réalité au bien de celui qui est au pouvoir ou alors de la minorité qui s'arrange à garder, à concevoir le pouvoir. Parce que lorsque vous faites une analyse, en fait, pour détruire ce système, la bonne stratégie sera déjà d'investir le Parlement. Parce que c'est à ce niveau que l'ingénierie des textes se font. Parce que, en réalité, les textes à l'Assemblée nationale, c'est soit le gouvernement qui a l'initiative de loi ou les parlementaires. Mais en réalité, je tiens à vous rappeler que aucun texte ou alors aucun texte proposé par un parlementaire n'a prospéré à l'Assemblée nationale. Seuls les textes introduits par le gouvernement. En réalité, qui est derrière le gouvernement, ce ne sont pas les citoyens comme vous et moi. C'est ceux qui sont des tenants du pouvoir en réalité qui initient ces textes, qui sont dans ces
les fabriquer et ça vient donc passer à l'Assemblée nationale comme une lettre à la poste, puisqu'en réalité, on a beau accuser le législateur, mais ne perdons pas de vue que l'Assemblée est majoritairement du RDPC. Oui. Et on ne le dira jamais assez, la mission d'une formation politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le conserver. Voilà, justement, Honoré César, cette montée du, on va le dire comme ça, du MRC, univers, est-ce que ça vous inquiète? Parce que là, on sent qu'on veut que les choses bougent hein, au niveau de l'Assemblée nationale. Je voudrais d'abord saluer Serge Alain, la chute de mon copanéliste. Oui. L'objectif d'un parti politique, c'est de pouvoir conquérir le pouvoir. Et lorsqu'on l'a conquéri, c'est de le maintenir. Oui. Et lorsque nous entrons dans ce jeu, je voudrais tout de même encourager l'intervention de Wilfried tout à l'heure, qui reconnaissait notre victoire, ce qui est un grand geste démocratique au vu de toutes les agressivités verbaux que nous avons suivies de part et d'autre. Je pense qu'il est aussi lieu de reconnaître sur un plateau de télé lorsque un adversaire reconnaît la victoire de son vis-à-vis. Quand je l'ai dit, je voudrais dire au niveau de la perte tout à l'heure dont on a parlé, c'est vrai que nous sommes partis de 3,5 millions à presque 2,5 millions. Oui, la perte s'explique parce que nous ne pouvons pas avoir aussi deux viviers électoraux comme le NOSO, comme on l'appelle, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Nous avons à peu près approximativement là-bas. Oui, nous avons à peu près là-bas. À suivre les choses aussi. Non, nous avions à peu près là-bas. Il a misé sur le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Nous avons à peu près là-bas plus d'un demi-million de sympathisants et de militants. Et il faut comprendre que la situation qui se vit là-bas est assez contagieuse dans tous les 10 régions. C'est-à-dire qu'on a des compatriotes qui se sont abstenus parce que pour eux, ils voulaient bien qu'il y ait une solution. Donc politiquement, nous pouvons mettre ces déficits dans le compte de ce que nous vivons dans ces deux régions-là. Quand je l'ai dit, je voudrais aussi reconnaître ici, pour ceux des camarades dont tout à l'heure j'ai suivi, qui narguent les uns les autres, vous n'allez pas empêcher les gens de pouvoir s'en réjouir. La preuve, sur votre plateau, je me refuse de pouvoir m'en réjouir de cette victoire parce que je sais ce que cela a créé tout autour de nous. Oui, nous avons gagné, mais nous voulons assez prendre conscience parce qu'aujourd'hui, les problèmes tribaux dont on nous a servi pendant cette campagne et qui ne viennent pas de notre parti et dont nous avons subi de part et d'autre et dont certains camarades aujourd'hui ont du mal même à nous regarder en face parce qu'ils comprennent qu'ils se sont dévoyés, ils ont trahi le parti. Donc c'est des problèmes à pouvoir régler. On ne peut pas, oui nous avons gagné, mais je pense que c'est le plus difficile qui commence. Nous sommes tout à l'heure, là nous sommes à l'heure des grandes opportunités. Oui, c'est une grande opportunité pour la jeunesse camerounaise qui devrait désormais, comme le président de la République nous a interpellés à son discours du 10 février, j'aime toujours à le rappeler, le 10 février 2016, je le cite, il parle en tant que président de la République, il ne parle pas en tant que président du parti. J'invite résolument la jeunesse à prendre le destin de la nation en main avec l'encadrement des aînés. Et je ne voudrais pas ignorer le rôle que la jeunesse camerounaise a pu jouer pendant ces élections. Et je pense que à la chute de cet appel, il y a deux questions dont nous nous posons. Où sont ces aînés pour pouvoir nous encadrer? Et la deuxième, où sont ces jeunes qu'on devrait encadrer? Cabral a répondu présent, Ndifor a répondu présent, Espoir Matomba a répondu présent. Et nous aussi, la jeunesse camerounaise, en particulier celle du RDPC, nous répondons présent. Et tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est d'être encadrés. Aujourd'hui, il n'est plus question que cela se passe comme hier. N'ayez pas peur de votre jeunesse. Faites-nous confiance, permettez-nous de pouvoir nous exprimer, arrêtez de pouvoir nous museler. Il est important aujourd'hui, notre champion a gagné, et ce champion, nous pensons que le septennat dont il prend, c'est pour nous les jeunes. Il n'est pas question que vous mettez au travers, parce qu'aujourd'hui, je voulais vous donner deux exemples. Oui, il est important aujourd'hui, Serge Alain, de pouvoir constater, nous avons vécu une campagne assez mouvementée au sein du parti RDPC. Mais moi, en tant que jeune, je ne vais pas perdre cela de vue. Vous allez regarder les supports de notre campagne. Ne portez pas les signes du RDPC. C'était l'insigne de notre champion. C'est un signe très interpellateur parce que nous pensons que, ça c'est mon avis personnel, en tant que militant, je peux me permettre de pouvoir dire le fond de ma pensée. Les vrais problèmes de ce parti commencent à l'intérieur du RDPC. Il est important aujourd'hui qu'on donne la possibilité, que ce soit la méritocratie,
et non plus ce que nous vivons actuellement. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui veulent s'exprimer à l'intérieur du parti, mais qui n'y arrivent pas, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils ont des titres fonciers pour cela. Donc, la deuxième chute, je voulais dire... Mais on va pas faire le procès du RDPC. Hein? Non, c'est pas le procès, je voulais juste... C'est un appel. C'est l'heure... Vous allez régler vos problèmes Oui, nous allons les régler, mais c'est un appel de balle que je fais à celui-là qui nous a invités. Parce que si nous ne nous avait pas invités, nous n'y serons pas. Et aujourd'hui, il faut pouvoir souligner aujourd'hui que l'acteur le plus à l'aise et le plus à même de pouvoir encourager cette jeunesse, c'est bel et bien le président de la République. Donc il est important aujourd'hui que nous saisissons la balle au bon et que nous sommes interpellés. Les législatives et les municipales nous attendent. Où est la place des jeunes? Les 11 entrants politiques qui devraient jouer le jeu politique qui arrive là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous interpellons. Oui, allez-y rapidement. J'avoue que je suis un peu... non, allez-y, oui, rapidement. J'avoue que je suis un peu surpris par les propos du voisin. César? Est-ce que vous parlez... je ne comprends pas. Pourquoi le RDPC donne tant l'impression de se soucier de la jeunesse? Le RDPC n'a aucun souci pour la jeunesse. Vous avez hypothéqué l'avenir de la jeunesse camerounaise. Je ne voudrais pas que, lorsqu'on veut battre campagne, on commence à parler de la jeunesse. Vous citez Cabral, vous citez Matomba, mais bon Dieu, le président Biya a 86 ans. S'il avait un souci pour la jeunesse camerounaise, il devrait commencer à ne même pas se présenter aux élections. Donc je ne veux pas qu'on fasse comme si la jeunesse était le point focal du RDPC. Ce n'est pas ça. Vous avez verrouillé le jeu politique. Je reviens sur mon ami d'en face là, Paul Joël. Alors, effectivement, il fait une observation. Mais je voudrais tout simplement compléter en disant que le jeu politique est verrouillé. Même au niveau du Conseil constitutionnel. Les lois sont taillées à la mesure de M. Biya et de son gouvernement. Pourquoi à l'Assemblée nationale, vous avez le RDPC qui est majoritaire? Du coup, même lorsqu'il faut débattre sur l'importance d'une loi, directement, le RDPC met les autres en minorité. Nous avons vu l'épouse d'Adamou Damdjoua, députée, comment elle a eu à prendre sa chaussure lancée, et quand elle s'est expliquée, on a compris que, mais elle était en train de suivre brusquement, elle comprend adopter. Non, ce que je veux dire, soyons sérieux. L'une des prouesses du professeur Maurice Kamto, quand il allait au Conseil constitutionnel, lorsqu'il déposait ses requêtes, il savait très bien qu'il n'allait pas gagner. Le professeur Maurice Kamto le savait. Mais dans sa démarche, il essayait justement de vouloir montrer au sud du monde, et surtout au peuple camerounais, parce que nous sommes 25 millions de Camerounais. Il y a des gens qui ne s'intéressent même pas à la vie politique. Oui. Il voulait faire comprendre à ces Camerounais que regardez bien ce régime qui est en place. Les lois sont taillées à leur mesure. Vous avez, dans sa démarche, il tente de montrer que tous les membres du Conseil constitutionnel sont compromis. Il commence par le président du Conseil constitutionnel, il dit votre femme est députée. Il prend Jean Fouman, il dit vous allez même signer une pétition. Vous êtes PCA de ceci. On demande et on demande. Mais vous regardez le président du Conseil constitutionnel qui regarde, mais on a l'impression qu'on est dans un pays extraordinaire. Il regarde, il rend son verdict en disant M. Kamto n'a pas qualité de recuser. Nous disons oui. Il lui-même, il le dit. Soit c'est le président de la République, soit c'est les 2/3 des membres du Conseil. Très bien. Mais le professeur Maurice Kamto fait comprendre aux Camerounais que voilà un homme qui a verrouillé tout le jeu. Le président bien montre donc au président du Conseil constitutionnel, aux membres, que vous avez l'épée de Damoclès sur la tête. C'est moi qui vous nomme. Vous êtes obligé de faire ce que je veux. Dans le cas contraire, je vous bouscule. Sinon, Maurice Kamto, si il avait la qualité, on aurait pris acte et sa demande, sa requête aurait été recevable. Mais je dis encore que le but du professeur Maurice Kamto, c'est qu'elle dit aux Camerounais, on ne combat pas j'ai même envie de dire, on ne combat pas un régime dictatorial, forcément par les urnes. Il existe d'autres moyens pour combattre un régime dictatorial. Peut-être maintenant, il faut bien s'intéresser au niveau de l'Assemblée législative, au niveau de l'Assemblée nationale. Mais j'ai envie de dire également que même là-bas, ça va se attendez, écoutez, vous savez, quand vous prenez les membres du RDPC, vous regardez leur ADN. La fraude est dans l'ADN du RDPC. Et du coup, vous posez même la question, avec toute la machine de fraude qu'ils ont, dès lors qu'on va dire, on a lancé les législatives, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on est sur le pouvoir réussir? Quand vous avez un président du Conseil constitutionnel qui peut vous regarder froidement dans les yeux et vous pondre ce qui peut vous pondre, la preuve, on a eu des résultats
2 semaines avant. Les soins 1%, les ceci, vous et moi, on continue ces résultats, ça circulait. Mais maintenant qu'on vient nous prendre ces mêmes résultats, la question c'est, quel est donc le rôle du Conseil constitutionnel? Je voudrais justement revenir à ce que César dit. Dans son propos, je veux bien croire qu'il ne l'a pas fait exprès. Lorsqu'il parlait, il disait qu'en réalité, les populations du Nord se sont abstenues. Ça veut dire en réalité qu'il évoque ici la notion d'abstention. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Parce que lorsque vous regardez de très près, les conditions sécuritaires n'étaient pas favorables à permettre à ces citoyens d'aller. Oui, c'est pour ça qu'en réalité, lorsque vous voyez, ça a été 5% dans le nord-ouest et 15% dans le sud-ouest. Par contre, on ne pourra pas parler d'abstention, mais plutôt en réalité des conditions non favorables pour ces citoyens. Parce que lorsque vous parlez d'abstention, c'est volontaire, c'est-à-dire c'est vous qui décidez de ne pas aller voter. Alors que là-bas, en réalité, ce sont les conditions qui n'étaient pas favorables. Par contre, les autorités de là-bas, on l'a vu à la télé, le gouverneur a eu une garde rapprochée qui l'accompagnait jusqu'aux urnes, que vous soyez à Bamenda ou à Boya. Toutes ces autorités, en réalité, ont été gardées pour aller voter, ce qui n'a pas été le cas pour le citoyen lambda. Donc, en réalité, il y a eu un sérieux problème de violation des droits et l'administration centrale de Yaoundé n'a pas ménagé les conditions pour permettre justement à ces citoyens d'aller librement s'exprimer. C'est juste la réaction que je voulais... Ok, Wifi de Kanga. On est passé, vous pensez qu'on est passé à autre chose? Parce qu'on a vu aujourd'hui dans la salle, le siège du MRC est resté désespérément vide. Il n'est pas... Ça voulait dire quoi? Ça signifiait quoi, cette absence? Ça signifiait que vous n'acceptez pas ce qui devait sortir de cette audience? Je précise toujours qu'un parti politique est une entité hétérogène. Oui. Donc, ce ne sont pas des automates réglés comme des montres à afficher exactement la même heure. Ce que fait X peut être contraire à ce que fait Y, mais le fond, il est commun, même si la façon de le faire diffère d'une personne à l'autre à l'intérieur d'une formation politique. Il y a plusieurs probabilités. Si le siège est resté vide, c'est une façon de dire, puisque nous avons les résultats avant la promulgation officielle, ça ne sert à rien de venir servir en tout cas de décor, de aide d'honneur à ceux qui ont déjà gagné. Donc c'est à juste titre qu'il ne s'est pas présenté. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 3 camps sur les résultats et le deuxième camp que je présentais, c'était le camp de l'opposition qui est triste et qui est déçu. Mais pour qu'on ne comprenne pas mal, la tristesse et la déception ne viennent pas du fait qu'on voulait le pouvoir et on ne l'a pas eu. Ça voudrait dire que pour nous, le pouvoir est une finalité et c'est pour ça que je voudrais rappeler à mon frère et ami du RDPC, j'en ai beaucoup avec qui je m'entends très bien et en privé, mais nous sommes politiques. Le pouvoir n'est pas une finalité pour un parti politique? Non, nous sommes justement idéologiquement très opposés sur ce volet. La vocation première d'un parti politique, c'est d'élaborer un projet, une offre politique et de la matérialiser pour le bien-être des citoyens. Et maintenant, l'accession au pouvoir est le moyen vers cette fin-là. Quand l'accession au pouvoir devient la fin et non le moyen, c'est une sorte de mea culpa. On trahit que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le pouvoir et après, on ne s'occupe pas, on ne se préoccupe pas de la suite. C'est pour ça que sur le volet de la crise au nord-ouest et au sud-ouest, ça a été brillamment brossé par mes copanélistes sur la prétendue abstention qui fait un procès d'intention aux ressortissants de ces régions-là qui, donc, selon cette théorie, avaient la possibilité d'aller voter et n'y sont pas allés. Je trouve ça à la limite irrespectueux envers ces personnes qui ne demandaient que cela et qui avaient la problématique que les fameux textes ne leur permettaient pas de voter ailleurs que dans les circonscriptions où ils ont été inscrits. On n'a même pas réfléchi à faire une dérogation pour leur permettre de voter dans des endroits plus sécurisés. Tant il est vrai que le président du Sénat est allé voter il y a 5000 km d'ici à Paris. Donc c'est cette sorte d'irrationalité politique à laquelle nous avons affaire quand on pense que déjà la fameuse crise était le fait de ceux qui aujourd'hui ont gagné les élections parce que la logique répressive de l'appareil qui devait être républicain a prévalu sur l'encadrement. On a préféré tabasser plutôt que d'écouter. Et donc la dégringolade du RDPC ne vient pas du fait que le vivier électoral était insécure. La dégringolade du RDPC vient du fait que le RDPC n'a contribué en rien à augmenter de manière significative le nombre, surtout de jeunes gens qui s'inscrivaient sur les listes électorales. Ça a été ou à redonner de manière significative à la jeunesse le goût de la politique. Ça a été surtout le fait de l'opposition. Le parti au pouvoir s'est assis sur le vivier électoral dont il disposait. C'est pour ça d'ailleurs que M. Paul Biya est allé au nord. Et c'est pour ça que le nombre d'électeurs n'a pas vraiment augmenté substantiellement. Et que les abstentions ont même été, l'abstention a été assez
impressionnante. Donc il fallait, en fait, si on avait voulu, même quand le MRC et le Parti Univers émergent de terre, le RDPC aurait pu avoir 5 millions de voix, c'est-à-dire 2 millions de plus qu'en 2011, en augmentant simplement, en encourageant simplement ceux qui sont en âge électoral et ils ne sont pas encore à aller s'inscrire, à les encourager à le faire. Donc la tristesse vient de là, la tristesse que nous avons vient de là, du fait que ceux qui aujourd'hui ont gagné les élections, nous n'avons rien contre le fait qu'ils aient gagné les élections parce que ce sont des Camerounais. Et rien ne réjouit un Camerounais plus que d'avoir un autre Camerounais à la tête de son pays qui permet à ce pays de se développer. La tristesse vient du fait que l'offre de ceux-là qui seront encore pour les 7 années à la tête du pays n'est pas le bien-être des populations. Ils le disent eux-mêmes, la finalité d'un parti politique, c'est d'avoir le pouvoir. Et après, ce qui arrive après, on ne s'en attend les 7 années supplémentaires. Et la tristesse est approfondie par le fait que dans les régions, les fameuses régions, enfin si on part du principe que le vote s'est bien passé, dans les fameuses régions surenclavées et très instables du point de vue sécuritaire, le président de la République a enregistré des chiffres assez impressionnants. J'ai d'ailleurs eu un ami aujourd'hui qui m'a écrit, enfin un ami, une connaissance dans la pile de messages que je reçois à cet effet, qui dit tu as fini ton travail, il faut que tu rentres en Europe, voilà, parce que c'est très dangereux, la période post-électorale, ça présente 2 problèmes. Le gouvernement n'a pas réussi à ôter de la tête des Camerounais cette psychose-là, très justifiée d'ailleurs, qui fait que quand on s'implique en politique, on se met en danger d'une certaine façon. Ce n'est pas normal, quand on est un État de droit, quand on est un État républicain, d'avoir peur de marcher pacifiquement dans la rue, d'avoir peur d'organiser une conférence. Ça veut dire que quelque chose ne tourne pas rond. Ce n'est pas un État de droit. Et le deuxième élément, ce qui est d'ailleurs assez contre-productif et assez curieux, c'est que la France notamment, je tiens à ce titre à saluer la diaspora allemande dont je suis issu, qui est l'une des rares diasporas, je crois qu'il y en avait 2, qui a donné ses voix à un parti autre que le président de la République. Donc nous avons des gens qui sont en Occident, pour la plupart parce que le pays ne présentait pas des garanties économiques leur permettant de matérialiser leurs projets, mais qui au moment de s'exprimer pour un véritable changement, sont encore allés voter pour le président. Donc c'est cette paranoïa politique-là qui arrange la RDPC et dans laquelle on n'a pas réussi à se défaire, et la maturité, en tout cas le regain d'intérêt de la politique actuelle vient de ceux-là qui, il y a 7 ans, n'existait pas. Pour l'instant, pour le RDPC, c'est le statu quo et c'est à juste titre que les voix qu'ils ont perdues ont été perdues et nous espérons que pour les législatives et les échéances municipales de l'année prochaine, nous le prouverons davantage. Ok, Paul Joël, restons un peu sur les scores. Une minute, je reviens à vous. Sur les scores, cet écart-là, 71%. Contre 14. Vous avez peur de dire cet écart à la soviétique? Je ne sais pas si c'est ce mot-là qui vous fait peur. Oui, allez-y, dites-moi. Je vais dire non, mais en réalité, ça témoigne simplement, comme on disait autour de cette table, de cette envie de vouloir franchement tout prendre à soi seul et ne rien laisser aux autres. C'est vrai qu'on est dans une compétition où le principe en réalité, c'est de tout prendre, mais de grâce, ayons un peu honte parfois. Si on peut respecter ne serait-ce que les questions de transparence. Et comme on vous le dit, je crois qu'on l'a suffisamment dit, que les PV qui ont été présentés par le Conseil constitutionnel, n'ayons pas peur, n'ayons pas honte, ont été des PV préfabriqués. Parce qu'en réalité, on n'a pas été capable de pouvoir croiser les PV qui sont venus des commissions locales, des PV qui sont venus, par exemple, de la Commission nationale de recensement général de vote. Et c'est une aberration flagrante et grave. La commission, ça a été fait, oui, puisque ça a été fait en Mondovision. Et je crois qu'on a pu le remarquer sur le plateau de la CATV, l'attitude quelque peu suspecte de ce président qui, tenons-le, disons-nous nous tranquilles, était à la fois le président de la commission et qui était membre du Conseil constitutionnel, dont en réalité, qui était juge et parti. Dans ce sens qu'en réalité, le Conseil constitutionnel travaillait en réalité sur les rapports et sur tout ce qui provenait de la Commission nationale de recensement général de vote. C'est en réalité une autre grosse incongruité qui vient plomber la démocratie, parce que quelqu'un a dit qu'il aimerait qu'on garde de lui celui qui a apporté la démocratie, mais jusqu'à présent, on recherche effectivement cela, mais il faut dire en réalité que les principes fondamentaux de la démocratie au cours de ce processus ont été flagramment violés au vu et au su de tout le monde. Vous avez quand même des représentants des partis politiques, des scrutateurs qui ont été presque chassés, qui ont été bastonnés dans les bureaux de vote. Vous avez carrément des PV qui se fabriquent au vu et au su de tout le monde. Vous avez carrément, moi j'ai assisté, je vous parle,
Et ça, c'est sans vous dire que j'ai dirigé toute une équipe de journalistes à travers le territoire national qui sont allés documenter des abus sur le terrain. Et puis qu'on vienne nous présenter aujourd'hui une parodie des élections pour légitimer quelque chose, franchement, je vous assure, ça fait froid dans le dos, ce spectacle auquel on a assisté. Mais en réalité, ce que la Cour constitutionnelle a fait, c'était une mise en scène, puisqu'en réalité, tout était fait dès le départ. Et je vous assure, on a vu des gens circuler. Autour de cette table, on a témoigné en réalité que les chiffres qui ont été publiés ce soir ne sont en rien différents des chiffres qui circulent depuis, se présentant en réalité comme étant une provocation de l'opinion. Donc il faudrait qu'on se le dise clairement. Il y a eu avancé, je cherche bien à savoir où il y a eu avancé, si ce n'est pas seulement le fait qu'on a eu des partis qui ont émergé et on a eu le SDF en réalité qui a perdu de sa superbe en occupant le 3e mois. Mais sinon, pour le reste, je crois que tout le monde peut en témoigner, peut témoigner de tout ce qui s'est passé pendant tout ce processus. Vous avez par exemple à la barre un responsable de l'ECAM qui vient raconter à Mondo Vision des incongruités qui n'ont aucun sens. Vous avez par exemple le RDPC qui apporte tout un haut gradé de l'armée pour se placer à la télé et raconter des trucs alors qu'on nous dit que l'armée en réalité c'est la grande muette. Pourquoi cette armée ne vient pas aussi témoigner? On attendait en réalité que les responsables qui sont dans le sud-ouest et du nord-ouest viennent témoigner en réalité qu'ils ont garanti la sécurité de ces citoyens pour aller voter. Mais il faudrait vraiment qu'on sache que ce jeu a tellement duré, ça fait 36 ans, et ces incongruités nous font comme monter. Et je vous assure, je ne dis rien de nouveau, c'est pas de nature à rassurer le citoyen. Mais au moins, il y a un espoir, c'est qu'il faut qu'en janvier, que les citoyens aillent massivement s'inscrire, qu'on puisse apporter donc la caution à ceux, je ne désigne personne, qui sont capables d'apporter du changement, qui sont capables de bousculer le changement pour pouvoir investir l'Assemblée nationale, qui en réalité, c'est au Parlement où se trouve tout le problème du processus électoral au Cameroun. Honoré César, vous avez vu, vous avez observé cette campagne, vous avez vu le déploiement de Maurice Kamto, Cabral Libye, et qu'aujourd'hui, que ces scores-ci soient brandis comme ça, vous comprenez la gêne? Serge Alain, je voudrais restituer le débat. Oui. Tout à l'heure, à la présentation, vous m'avez présenté comme un membre du RDPC et Wilfried comme étant membre de l'opposition. Les deux copanélistes sont des consultants, et lorsqu'un consultant arrive à avoir des propos comme cela, je peux bien comprendre. Il est journaliste. Non. Ça, il a dit. On appelle ça de l'aigreur. Non. Je ne suis pas d'accord. Lorsqu'on est. Non. Vous ne pouvez pas vous acharner. Vous ne pouvez pas vous acharner. Vous ne pouvez pas vous acharner. Votre observation n'a pas place. Vous donnez la vie d'un consultant. Vous donnez. Écoutez. Apporter des arguments contraires. Oui, vous permettez, mais je voudrais restituer. Les téléspectateurs qui nous regardent, il y a deux partis politiques en présence sur ce plateau. Vous êtes un journaliste consultant et vous devez avoir un avis neutre. Et vous ne pouvez pas vous acharner et vous parler de transition de pouvoir. Mais je voudrais vous dire. Lorsque vous voulez parler de 36 ans, il a fait 36 ans ou pas? Pour l'hygiène. C'est un avis ou c'est un fait? Pour l'hygiène auditive de nos téléspectateurs, vous me permettez de pouvoir m'exprimer. Je vous ai regardé tout poliment. Vous devez moi, je voudrais dire, il faudrait arrêter d'avancer à masque caché. C'est ce jeu que vous avez voulu jouer pendant ces élections, où on a découvert subitement des militants qui sont avérés des chauves-souris. Sur ce plateau, je ne voudrais pas qu'on ait des chauves-souris. Si vous êtes un parti politique, déclarez-vous et donnez vos avis. Vous ne pouvez pas venir sur ce plateau en tant que journaliste et donner des avis et vous commencez à dire des âneries qui n'ont pas foi. Moi, j'étais sur le terrain. Et je peux vous dire, Serge Alain, ces résultats que nous avons vécus, nous allons regretter la présence de M. Paul Biya. Oh là là. Il a été celui. Nous allons le regretter. Parce qu'aujourd'hui, le jeu démocratique que nous vivons aujourd'hui... Il n'est pas incontournable, je suis désolé. Il n'a jamais dit qu'il est incontournable. Il n'a jamais dit qu'il est incontournable. C'est cet esprit qu'il faut arrêter. Vous ne parlez pas. Il faut arrêter de penser. Il faut arrêter de penser qu'après... Non, monsieur. Ne venez pas gâter ce débat. Ne venez pas gâter ce débat. On ne gâte pas. Non, s'il vous plaît. Permettez... Nous sommes au 21e siècle. Vous n'êtes pas habitué de plateau télé. Monsieur bien ne soit plus là aujourd'hui. Si vous n'êtes pas habitué de plateau télé, le Cameroun sera libéré. Si vous n'êtes pas habitué de plateau télé, le Cameroun sera libéré. Merci. Allez-y, Honoré César. Serge Alain, désormais faites un bon casting parce que j'ai comme en face de moi
des gens, peut-être c'est leur premier plateau et ça peut se comprendre. Donc, moi, je suis un habitué. C'est des habitués. Oui, mais leur comportement, non. Allez-y, développez votre argumentaire. Je parle de mes convictions. Non, c'est pas sûr. Je parle de mes convictions. Je parle de mes convictions. Vous ne pouvez pas venir parler des 36 ans de monsieur et donc celui que vous l'opposez en face est incapable de faire 2 heures de nage. 2 heures de nage. Est-ce que monsieur Kamto, dont vous voulez opposer à monsieur Biya, peut faire 2 heures de nage par jour? Vous êtes sûr que c'est monsieur Kamto? Mentalement, il est prêt. Vous êtes sûr que écoutez, ce n'est pas l'âge qui dirige. C'est pas l'âge qui dirige, c'est la tête. Donc quand je l'ai dit, je voudrais pas, vous n'allez pas me sortir de ma ligne de défense et de promotion de mon candidat. Tout à l'heure, Marx a parlé. Je croyais que la campagne était finie. Marx a parlé des jeunes qui ne sont pas pris en compte. J'espère que vous allez prendre en compte ce temps de parole qu'on est en train de prendre. Non, on parle plus de ça. On parle du score. Hein, oui, par rapport au score. Le score. Avant de revenir au score. 11 contre 14. C'est trop grand, là. Cher Alain, si le RDPC avait quelque chose à cacher, ce n'est pas l'opposition qui a demandé à Mondio Vision que le Conseil constitutionnel puisse faire le débat à Mondio Vision. Je pense bel et bien que ce sont les institutions dont on a mis sur pied qui ont validé cela. Publics, mon cher. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, on les aurait fait public, mais pas télé. Ça revient à la même chose. Non, pas télé public. Je suis désolé, ça revient à la même chose. Vous permettez, vous n'allez pas me perturber. Moi, je voudrais dire, en ce qui concerne le RDPC, il a parlé des jeunes, que le RDPC a possibilité aux jeunes. Monsieur, quand vous ne connaissez pas un parti, il faut vous renseigner. Je voudrais vous dire qu'à l'intérieur du RDPC, c'est les jeunes qui décident pour les femmes et pour les RDPC, pour les aînés. Le RDPC vote, les jeunes de l'OJ-RDPC votent pour les femmes et votent pour la RDPC. Les femmes votent pour les hommes et votent pour elles-mêmes. Donc ça veut dire que de par ce mécanisme, aujourd'hui, la place des jeunes est plus que prise en compte. Je voudrais également, lorsque vous venez parler des jeunes aujourd'hui, je voudrais vous solliciter celui dont je suis venu défendre l'idéologie. Il me dit sur l'article 6, je sollicite les suffrages. Je sollicite vos suffrages pour accroître le rôle des femmes et des jeunes. Et il vient, mieux que par le passé, nous devons accorder aux femmes une juste place dans la société, non seulement au regard de leur poids démographique, mais aussi en considération de l'énergie dont ils sont porteurs. À cet effet, lui, Paul Biya, il s'engage. Parce qu'il reconnaît tout ce que vous avez dit tantôt. Il s'engage à améliorer. Mais vous permettez, c'est mon temps de parole. Vous me laissez oublier que c'est vraiment sur les conditions. Restons sur les chiffres. Vous ne me prêtez pas. Vous ne me prêtez pas. Vous ne me prêtez pas. Je vous en prie. Écoutez-moi. Honoré César, je vous dis, je veux comprendre pourquoi, au regard, nous avons tous vu les candidats se déployer. Et vous comprenez aujourd'hui la gêne que certains candidats ont lorsqu'ils regardent ces scores-ci. Cet écart entre votre champion et le second. Mais Serge Alain, vous n'allez pas taper sur un enfant et vous l'empêcher de pleurer. C'est aussi simple que ça. Okay. On doit les laisser aboyer. Non. Ils ont été battus à plat de couture. C'est aussi simple que ça. Vous voulez que je vous dise quoi? Mais je vous viens. Vous n'allez pas me sortir de ma ligne. Dites-la. Et ici, à cet effet, il s'engage à améliorer le niveau de participation des femmes et des jeunes dans la vie politique, économique et sociale. Quand je l'ai dit, Serge Alain, vous me permettez, j'ai mon temps de parole, ils n'ont pas permis que je puisse m'exprimer. Lorsqu'il s'engage, il reconnaît qu'il y a une problématique de la présence des femmes et des jeunes dans la vie politique. Non, c'est pas ça le débat. Et donc le score que vous voyez aujourd'hui, le sport est la conséquence. Le sport est la conséquence de ce qu'il a promis au peuple camerounais. Et aujourd'hui, nous avons fait un travail de porte-à-porte, un travail de terrain qui a payé. Aujourd'hui, si ça n'avait pas été les petits problèmes, les problèmes que nous avons dans nos deux régions, nous aurions même dépassé le cap de 78% comme en 2011. Donc il faut pouvoir dire, si nous avons fait le porte-à-porte, nous avons fait les grands meetings. Aujourd'hui, je peux comprendre un peu votre jeune. C'est qu'aujourd'hui, vous avez essayé ce que vous n'avez pas pu hier. Votre stratégie aujourd'hui, c'est de coincer les têtes des Camerounais. C'est de pouvoir nous diviser. Parce que vous êtes en marque d'argument. Et l'argument que moi je dis aux gens aujourd'hui, moi je viens sur ce plateau pour dire que je viens défendre une idéologie. Je viens défendre une idéologie. Oui, mais je suis en train de dire, l'écart vient tout simplement du fait que nous avons fait du porte-à-porte et nous avons fait une campagne de proximité. C'est aussi cela. Mais vous n'avez pas pu vous réunir. Tout le peuple camerounais, je suis pas là. Je suis pas là, c'est là. Je suis pas là. Non, non, vous allez me permettre de chuter. Vous allez me permettre de chuter. Je chute en 30 secondes. Je chute en 30 secondes. C'est pas vous qui posez les questions. C'est pas vous qui posez les questions. Non, non, vous n'observez rien. Donc, je voudrais chuter en disant tout simplement que
ça fait mal de savoir que même sur ce plateau de télé, on n'arrive pas à respecter la volonté du peuple camerounais. Le peuple a décidé, ils ont choisi un candidat. Et nous respectons ceux-là qui ne nous ont pas choisi. C'est pour ça que nous voulons faire avec tout le monde. Parce que les Camerounais ne sont pas de l'Ouest, ne sont pas du centre, mais sont d'abord tous issus de ces territoires, qui nous appartiennent tous. Et dans votre politique aujourd'hui, lorsque vous avez raté la division des Camerounais, vous êtes en train d'aboyer. La preuve, vous venez ici en tant que consultant, donner des avis de consultant, mais vous êtes en train de l'acharner sur un parti politique dont il ne demande pas autre chose que de pouvoir lui permettre de pouvoir exprimer ces 7 prochaines années. Mais maintenant, vous êtes libre. Vous avez évoqué tout à l'heure la diaspora. La diaspora dont vous voulez parler aujourd'hui, on ne peut pas avoir près de 5 millions de compatriotes à la diaspora. Moi, on n'en a même pas 2000 qui ont pu chercher. Il faut arrêter cette manipulation. Merci. Vous êtes tout simplement des frustrés. Excusez-moi de vous le dire. Merci Honoré. Buffy Kanga, sur cet écart, comment vous l'analysez 71 contre 14. Oui, c'est impressionnant. On va dire, parce qu'il y a toujours ce débat qui revient, dans la foule, il y a plein qui n'avaient pas de carte. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est pour ça que la vérité, l'observation empirique de la sociopolitique camerounaise de ces dernières semaines ne nous dit pas que le peuple camerounais a voté Paul Biya. Non, le peuple camerounais a surtout regretté de ne pas être allé s'inscrire sur les listes électorales parce qu'il n'avait pas anticipé le fait qu'il y aurait une véritable offre politique en face du RDPC. Donc c'est de bonne guerre, la léthargie, l'inertie de la majorité de ceux qui pouvaient voter cette fois-ci a servi à ceux qui avaient déjà un vivier électoral assis et qui votaient plus par convention, par habitude, que parce qu'ils étaient réellement persuadés de la solidité politique du projet du RDPC. Vous voyez qu'aujourd'hui, encore en 2018, on vous sert un slogan, c'est les grandes opportunités. C'est-à-dire rien n'a changé, c'est la continuité du statu quo permanent. Et c'est justement ce qui nous attriste. Il faut préciser qu'avoir 78% en 2018, par exemple, ne signifie pas qu'on a fait un meilleur score que les 71% qu'on avait en 2011. Non, pas du tout. On peut avoir 100% avec 1 million d'électeurs et avoir 50% avec 3 millions d'électeurs. Tout dépend de l'électorat total et de ce que les autres ont enregistré comme pourcentage. Et c'est aussi bien de rappeler encore que voilà, nous avons été battus, il y a plat de couture, les autres ont gagné parce que c'est cela justement. On dit la mort de l'antilope est dans son sabot, c'est-à-dire vous avez une formation politique qui avait en face d'elle d'autres formations qui elles ont eu l'humilité de se dire on ne va pas faire le fameux porte-à-porte matériel où on distribue les pagnes ou pour une fois on pense à des citoyens, on leur donne une petite substance matérielle où on les fait venir en mototaxi à l'hôtel de ville à Yaoundé alors qu'en fait c'est interdit, en tout cas dans la continuité de la violation de la loi par ceux-là qui sont censés la respecter. En théorie, on va faire du vrai porte-à-porte, c'est-à-dire on va dire sur le domaine, on va décliner les projets politiques, je vais prendre, je sais pas, les institutions, la politique, l'économie, l'industrie, et à chaque élément, on va dire, voici ce que je vais faire dans tel ou tel domaine, voici comment je vais réformer la santé. On n'utilise pas les slogans. Les slogans sont le fait du parti politique actuel qui nous dirige. Aujourd'hui, j'ai dit que j'acceptais, et j'accepte évidemment parce qu'il faut l'accepter. Le Conseil constitutionnel est l'instance suprême, c'est lui qui détermine, c'est lui qui donne le verdict final. Oui, il faut l'accepter du point de vue régalien. Mais on a le droit et de s'interroger et de ne pas s'en satisfaire parce que, qu'on le veuille ou non, les fameux résultats que nous avons aujourd'hui circulés déjà depuis plusieurs jours, je l'ai dit d'abord d'entrée de jeu, c'est à se demander alors la fameuse démocratie qu'on nous vante tant lorsqu'on a mis la télévision dans l'hémicycle au Conseil constitutionnel. On savait justement, ils ont eu la présence d'esprit, sachant qu'ils perdraient sur le terrain des arguments parce que ce n'est pas comme si les partis adverses n'avaient pas présenté des preuves. Mais quand vous avez un carcan où le président du Conseil constitutionnel, quelle que soit la consistance de ce que vous avez y apporté comme preuve, peut tout simplement dire que c'est irrecevable. Évidemment, il n'a peur de rien. Vous aurez la meilleure preuve du siècle. Vous avez une violation flagrante d'un texte de loi. Tous ces membres du Conseil constitutionnel qui avaient et plusieurs fonctions, outre la fonction de conseiller, et plusieurs, en tout cas, et étaient militants en même temps du RDPC. Vous avez quand même ces violations-là. Vous avez, justement, mon frère Ngomo s'est indigné du fait que des consultants soient en même temps, semblent prendre position pour un parti. C'est de bonne guerre que ça l'indigne autant, ça lui permet de comprendre l'indignation qui est la nôtre quand M. Émile Essombe devient soudain défenseur du RDPC alors qu'il est censé simplement arbitrer le jeu. Donc en général, la douleur qu'on ressent en frappant un mur est proportionnelle à la force avec laquelle on peut comprendre ce qu'on a voulu impulser comme force, ce qu'on a voulu transmettre comme force, comme violence à l'élément qu'on a frappé. Donc les chiffres... Oui, je reste avec vous. Lorsqu'on regarde ces résultats, Kamto Maurice, 14,23%,
À Keremouna, 0,35%. Oui, bon. Sur ce ralliement du dernier minute, oui, évidemment. est-ce que ça aura porté véritablement? Tout n'a pas été bien fait, évidemment. La perfection n'existe pas. Non, on a l'humilité. C'est la voie même de la progression. Reconnaître qu'on a une marge. Reconnaître qu'on a encore du chemin à faire. On se satisfait du fait que ça a beau ne pas être une progression, mais comme c'est la première élection présidentielle, on est parti de 0 à 14%. En Allemagne, par exemple, l'AfD est partie de 0 parce qu'elle a été créée en 2013 et lors des élections fédérales de l'année dernière, elle est passée de ces 0-là à 13% et est devenue, dans cette République fédérale, la deuxième force au Parlement. Mais ça, c'est l'histoire du MRC, là. Le MRC, en 2012, créé, parti de 0, maintenant il a 14%. Exactement, plus ou moins. Donc, dans ce contexte-là, on se réjouit parce qu'il y a une progression, mais on se triste du fait qu'on n'était pas parti pour être deuxième. On était parti pour gagner parce que je reste convaincu d'ailleurs, et les faits le prouvent, le Camerounais même qui a voté pour le président Paul Biya est incapable. Il est le citoyen, en tout cas les citoyens ayant voté le RDPC sont les électeurs les moins capables de présenter le projet politique du parti pour lequel ils ont voté. Ils ont voté pour le slogan, ils ont voté pour l'idéologie, ils ont voté pour les gros mots. L'idéal de jeunesse que le président Paul Biya vante maintenant avec accord et écrit, il est tellement faux que sur les plateaux pendant la campagne, s'il y a bien une invective que j'ai reçue, comme si c'était un reproche, que ce soit de M. Massanga Nyamding, pour ne pas les citer, de Félix Ogo, le secrétaire général à la communication, de l'expert comptable M. Samuel Mott ou encore de Maître Emmanuel Pincy, on rappelait toujours mon jeune frère, le jeune, à croire qu'il fallait se reprocher d'être jeune. On aimerait bien accorder du crédit à ceux qui disent qu'ils donnent une grande place à la jeunesse, même quand on observe que dans l'hémicycle tout à l'heure, la moyenne d'âge était il y a à peu près de 70 ans. Même comme on observe que dans l'administration, la moyenne d'âge va peut-être au-delà de 70 ans et le Conseil constitutionnel y compris. C'est bien qu'ils fassent le travail de l'ombre, les jeunes, mais on aimerait bien les voir à la lumière parce que ceux-là qu'on a envoyés à la lumière présenter le projet du RDPC ne donnait pas particulièrement l'impression que les jeunes sont les bienvenus dans ce parti. Ok, merci. Bonsoir Nadine Yambou. Bonsoir, c'est Jean Autour. Bonsoir également aux invités d'Equinox Soir et à vous, chers téléspectateurs. C'est officiel. Depuis cet après-midi, Paul Biya, réélu pour un 7e mandat de 7 ans à la tête du Cameroun, il a obtenu 71,28% des voix, suivi de Maurice Kamto, deuxième, qui détrône ainsi le SIF de son rang de première force de l'opposition au Cameroun. Le parti de Ninjon Fundi a sorti 4e au terme du scrutin du 7 octobre dernier. C'est donc un nouveau paysage politique qui se dessine au Cameroun avec l'élection du 7 octobre dernier. Analyse et décryptage au cœur du 20h. Ce soir également, nous évoquerons le souvenir de la catastrophe ferroviaire des États. 2 ans après, le 21 octobre 2016, l'on se souvient, le déraillement du train 152 de l'entreprise Camrail avait donc près de 80 morts et plus de centaines de blessés, selon une estimation officielle. Un bilan bien plus lourd sur les acteurs de la société civile. Le 2e anniversaire est passé et quasi inaperçu, il faut le préciser, que sont donc devenus les victimes. Où en est l'affaire sur le plan judiciaire? Réponse au cœur du 20h. Gros plan également ce soir sur ce décès qui fait polémique au sein d'une entreprise agroalimentaire. Dans le 3e arrondissement de la capitale économique du Cameroun, le jeune Joseph Cyril Ewane, employé à Chococam, a été retrouvé mort tout près d'une piscine de son lieu de service. C'était hier dimanche. Au sein de la famille, c'est l'incompréhension totale. Que s'est-il réellement passé? C'est l'enquête à suivre au cœur du 20h. Voilà l'essentiel de l'actualité ce soir. C'est Jeanne Rotou. Voilà, madame, monsieur, le développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Nadine Yambou dans quelques instants. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief. Voilà, retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie des invités. Je vais bien évidemment commencer par vous. Une fois plus, Wilfried Kanga. Cette sortie de Maurice Kamto qui parle... Il conteste les chiffres sortis ce matin par Clément Atangana au Conseil constitutionnel. Il donne ces chiffres à lui, 39,74%. Vous étiez au courant de ces chiffres? Certainement, l'intervention a eu lieu quand je me dirigeais vers le lieu de l'émission. J'ai dit d'entrée de jeu ici que, à titre personnel, dans l'état actuel des choses, je veux bien accepter les résultats parce que c'est, du point de vue régalien, la décision du Conseil
constitutionnelle qui est l'instance suprême, et j'ai précisé que rien ne me réjouirait davantage que si de l'opposition on avait des preuves irréfutables qu'il y avait bel et bien la possibilité de redistribuer les cartes et que voilà, que tout peut recommencer. Donc évidemment, ce que vient de publier le professeur sera soumis à une analyse, et je ne sais pas quelle instance, je ne sais pas quelle juridiction sera consultée pour que les choses puissent évoluer. En ce sens, je crois que j'attends tout autant que les autres, mais comme je l'ai précisé, dans un cadre où il serait avéré que bel et bien la tricherie a été telle que les pourcentages attribués au président Paul Biya sont en réalité inférieurs à ceux d'un de ses adversaires, en l'occurrence le professeur Kamto, dans une perspective comme celle-là, j'en serais très heureux. Donc il a fait sa sortie, il a l'air sûr de lui, on va donc lui laisser l'opportunité de le prouver, parce que la certitude et la conviction qu'il semble avoir dans la présentation des résultats dénotent d'un certain travail de recherche approfondi. Je ne suis pas habilité, je ne suis pas l'instance qualifiée pour en apporter la véracité. Je crois qu'il saura à qui de droit, il saura qui consulter, il saura voilà, vers qui se présenter avec ces résultats-là, et on pourra savoir à ce moment-là si après le Conseil constitutionnel il y a une sorte d'alternative de dernier recours après le dernier recours. Ok, honoré César Ngomo. Merci, je voulais déjà... Non, je pose la question. On parle de 14,23% pour le Conseil constitutionnel. Maurice Kamto, lui, dit qu'il a obtenu 39,74%. Première réaction. Merci, je voulais déjà saluer l'honnêteté de mon copanéliste sur ce plateau, à la personne de Wilfried, qui ne veut pas changer son argument premier, quitte à féliciter notre candidat. Et je pense que là, il va dans la logique du respect du peuple, parce que la majorité a accordé ses suffrages au président Paul Biya. Par rapport aux chiffres qu'avance tout à l'heure M. Kamto, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, il est très intelligent, et je pense que le Cameroun a besoin de ce monsieur. Le Cameroun a besoin du professeur Kamto, mais assez ridiculisé jusqu'à ce point, à pouvoir mettre en cause la volonté de la majorité. Je me pose bien des questions. Est-ce que ça nous cache... Une minute. Il dit on attribue. Je veux qu'on parle. Il dit on attribue à Paul Biya, on attribue à Maurice Kamto, on attribue à Cabral Libby. Voilà pourquoi il chute avec ce nom. Ça veut dire que forcément 14,23%. Serge Alain Tout, la télévision Equinox est une télévision respectable. On n'a pas besoin. À quoi est-ce que servent ces éléments à cet instant précis? Le Conseil constitutionnel a eu tout le temps possible pour que le professeur Maurice Kamto aille présenter ces éléments là-bas. Alors là, nous sommes tout simplement, je confirme, et d'après cette intervention, je suis à même de confirmer qu'il est bien passé à la caisse, et il faut pouvoir justifier quel est l'usage qu'il a fait de tout ce qu'il a reçu comme financement pour déstabiliser le Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, il faut... Non, César, non, on n'est pas... On ne peut pas... Nous sommes là sur les chiffres, non. Vous avez des éléments pour prouver ce que vous dites? Oui, vous permettez... Est-ce que vous avez des éléments pour prouver ce que vous dites? Tout à l'heure, pour revenir au niveau des chiffres, tout à l'heure, mon voisin Joël Kancha, Paul Joël tout à l'heure, pendant la pause, pendant le journal, je suis allé sur sa page Facebook tout à l'heure, mais j'ai découvert que c'est un invétéré adversaire du régime. Il insulte, il ne respecte aucune institution. Donc ce n'est pas des choses sur lesquelles... Bien sûr, vous allez continuer ce débat après. Je ne sais pas, je vous en prie. Ce n'est pas ça le rapport. Tous les chiffres, non, c'est bon, tous les chiffres, c'est la véracité. Pour la véracité des chiffres. Non, c'est bon, vous avez déjà répondu à ma question. Non, pour la véracité des chiffres, tu permets que je chute. Parce que là, vous avez déjà répondu à ma question. Pour la véracité des chiffres, je voulais dire, tu permets en 30 secondes, pour la véracité des chiffres, je pense que Equinox Télévision n'a pas besoin de cela à cet instant précis. Le Conseil constitutionnel... Besoin de quoi? Du cinéma que vient de nous offrir M. Kamto. La population n'a pas besoin de cela. Nous sommes soumis aux lois et règlements de notre République et nous allons le respecter. Le Conseil constitutionnel a tranché, c'est M. Biya qui est le gagnant. Maintenant, quitte à ce que M. Kamto digère sa défaite tranquillement. Ok. Oui, Max Wabo, sur cette sortie de Maurice Kamto. Sur cette sortie, restons sur la sortie. C'est que vous avez sorti, mais je voudrais quand même observer une chose, c'est que c'est très facile de venir
sorti des âneries comme ce que j'entends là, que quelqu'un est passé à la caisse pour déstabiliser le Cameroun et du coup on n'a pas les éléments de preuve, on raconte, on prend du temps pour nous montrer que le pape est musulman et l'imam est catholique. Il faut qu'on batte des bêtises comme ça en brèche. Revenu maintenant sur les déclarations du professeur Maurice Kamto, il faut qu'on reste cohérent et qu'on ait un minimum d'honnêteté. Il vous dit, les chiffres qu'on donne, voici des documents sur lesquels on s'appuie. Il dit, quand on fait la somme, et ça peut poser problème, si vous avez un document, c'est vous qui sommez, et les gens vont vérifier les chiffres de vos sommations, et trouvent que ça me donne... Précisez que c'est son document, c'est son document. Monsieur, il sort ce document. Est-ce que c'est le document c'est le même document que l'ECAM a? Est-ce que c'est le même document que la Cour constitutionnelle a? Vous pouvez parler, permettez. Ça, c'est faites une gesticulation aux habitants. C'est son document, il faut laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Allez-y, vous agitez. Allez-y, Max. Mais précisez que c'est son document. C'est son document, c'est pas le document qui allait chez l'ECAM et à la Cour, au Conseil constitutionnel. Allez-y, Max Wabo. Voilà quelqu'un qui vient pour déstabiliser lui-même le plateau d'Equinox. Mais je ne passera pas. Vous allez nous écouter pour voler ou pas. Alors, je dis bien qu'il produit un document, il vous dit, au lieu de 14, je suis à 39. Alors, mais où est le problème là-dedans? Il a bien dit, il va mettre ce document à la disposition du public et le public pourra justement apprécier justement les chiffres dans ce document. Qu'est-ce qui pose problème? On vient de raconter, on est passé à la caisse. Vous qui passez à la caisse... Et à 39, on devient président? Mon Dieu. À 39, on devient président? Il n'a pas donné les chiffres des autres. S'il était allé au bout, parce qu'on a coupé, si on était allé au bout, sûrement on aurait eu les chiffres de M. Biya, les chiffres de Cabra et les chiffres des autres. Ce sont ces chiffres à lui, ce n'est pas les chiffres du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous en savez? Ben, qu'est-ce que vous en savez? Nous sommes dans une manipulation médiatique. Paul Joël, sur cette sortie de Maurice Kamto. Écoutez, je me rends compte que pendant la pause, César a pris un malin plaisir à aller fouiller ma page Facebook pour avoir un profil de ma personne. Je voudrais lui dire et rassurer que je suis viscéralement opposé au régime en place. Je le dis et je le confirme, je ne me cache pas. Mais je voudrais préciser que Paul Biya, en tant qu'individu, pris comme individu, ne m'intéresse pas. C'est le régime et le système, moi, qui m'intéresse. Et donc ça, je voudrais qu'il soit rassuré qu'il s'agit bel et bien de moi qui ai fait ces postes. Je les assume. Revenons donc à l'intervention de Maurice Kamto tout à l'heure. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on tient toujours à tout prix à bâillonner les Camerounais, à éviter que des gens ne parlent, n'aient des avis, n'aient des observations. Ne perdons pas de vue que tous ceux qui travaillent au Conseil constitutionnel sont des êtres humains comme nous tous. C'est-à-dire que l'erreur est permise. Je vais dire, ce n'est pas un péché de faire une erreur. Il y a le Conseil constitutionnel au niveau du Cameroun, mais ne perdez pas de vue que Maurice Kamto peut pouvoir demander également cassation auprès d'autres instances. Ne perdez pas de vue que le Cameroun a ratifié plein de textes, plein de traités au niveau régional et international. Il peut aller demander réparation et ce serait de son droit. Le Conseil constitutionnel, c'est le sommet au niveau du Cameroun, mais au-dessus du Cameroun, le Cameroun n'est pas isolé dans le monde. Le Cameroun appartient quand même à un conseil. Et donc, il y a d'autres structures au-dessus du Cameroun. Et dans ce qu'il a dit, je voudrais bien que il a bien précisé que c'est un document et c'est sur ce document, j'ai l'impression qu'on ne regardait pas, j'ai l'impression que César et nous ne regardions pas la même chose. Du moins, on ne regardait pas avec le même œil, puisqu'il dit que ce sont ses chiffres à lui. Mais le document est disponible, il le mettra à la disposition des citoyens. Dites-le clairement aux Camerounais que le document que M. Kamto vient de nous présenter, c'est son document à lui. Ce n'est pas le document de l'ECAM, ce n'est pas le document du Conseil constitutionnel. Soyons clairs là-dessus. Alors, vous n'allez pas me demander de dire ce que vous voulez entendre, ok? Jusqu'à preuve du contraire, je suis mature et je parle. Le Cameroun est régi par les lois. J'assume. Quelle loi? Ok. Le Cameroun est régi par les textes. Je reste avec vous, Paul Joël Kamto. Il y a cette audience, j'ai dit, on a vu beaucoup d'absents. L'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France, 8 des 9 candidats n'ont pas répondu pesant. Seul Franklin Afanui était là. Pour vous, quelle lecture? Franklin Afan, oui, et puis le leader du parti unitaire. Non, je parle des candidats. Kouvandou n'était pas candidat. Voilà, justement. Non, en fait, je vais dire, a priori, je crois que c'était clair que le professeur Kamto, c'était clair que Joshua Oshie ne devrait pas venir parce qu'en réalité, leur position était connue depuis le soir où leurs requêtes ont été jugées
irrecevable ou alors non fondée, selon les expressions que le Conseil constitutionnel a employées. Maintenant, quant aux représentations diplomatiques, vous avez constaté autant que moi que les États-Unis, comme la France, n'étaient pas représentés. Peut-être en diplomatie, ça peut dire quelque chose, ça peut avoir un langage, mais je tiens tout de même à vous rassurer quand même qu'il y a juste quelques minutes où il y a un communiqué, je crois, soit du département d'État ou de l'ambassade, qui félicite le processus en invitant les acteurs à se mettre autour de la table pour justement essayer de résoudre le problème anglophone. Donc, a priori, lorsque vous lisez ce communiqué, vous comprenez en réalité que l'absence ne veut peut-être pas dire qu'on est contre le processus, mais je vais dire cette politique de la chaise vide quand même traduit quelque chose qui, de mon point de vue, d'un point de vue analytique, on peut comprendre en réalité qui est le message derrière. Mais il serait très difficile de décrypter ce message parce que, comme vous le savez, les us diplomatiques sont vraiment différents et les langages sont vraiment codifiés en matière de diplomatie. Fede Kangara, dites-moi, ça c'était la cérémonie de proclamation, audience solennelle. Mais est-ce que c'est la même chose si c'était la prestation de serment? Ça aurait été la même chose? Parce que la prestation de serment déjà aurait réuni tous ces gens autour du président. Non, je parle des ambassadeurs. Ah, les ambassadeurs. Oui, leur absence, ce jour-là, ça peut vouloir dire quoi? Les ambassadeurs étant des émissaires des pays... Ça, ce n'est qu'une audience de proclamation des résultats. Oui, les ambassadeurs étant des émissaires de pays étrangers peuvent décider en fonction de leurs aspirations personnelles ou alors de la visée du pays qu'ils représentent d'être ou non absents en fonction des impératifs qu'ils ont envers ce pays-là. Il y a plusieurs interprétations, comme Paul Joël le disait tout à l'heure. Oui. La première interprétation peut venir du fait que ils ont des preuves de ils ont des éléments de tricherie, mais non pas de preuves et des approuves et dont ne sont pas là. Ou alors plutôt, ils ont des éléments, en tout cas, qui leur disent que, comme le département d'État l'a communiqué, que ça s'est pour le moins bien passé, mais ils désapprouvent le fait que le président se soit encore représenté. Il voulait peut-être, dans le cas du Cameroun, un changement. Souvenons-nous de la question qui lui avait été posée le 3 juillet 2015 à Yaoundé par un journaliste français, notamment sur l'éventualité de se présenter encore dans les échéances à venir. C'était pour 3 ans. C'était il y a 3 ans et on est aujourd'hui, 3 ans plus tard. On lui avait posé la fameuse question où il disait que voilà, les élections sont certaines, mais encore lointaine et on verra si je me représente, etc. Donc un ambassadeur peut se dire, en tout cas dans le siège de la question de la France, peut se dire, nonobstant le fait qu'il y ait eu au nom des fraudes, on peut balayer le fait que bon, il y ait des fraudes, il n'y ait pas de fraude, on met ça de côté, on fustige le fait qu'à 86 ans, c'est d'ailleurs le grief qui lui est le plus opposé du point de vue occidental, qu'à 86 ans, un président se représente à nouveau. Donc il y a ces différentes éventualités qui peuvent justifier que les ambassadeurs ne sont pas là, mais n'oublions pas de considérer que nous sommes dans un contexte camerounais et que ce ne sont pas les légitimations étrangères qui prévalent sur nos institutions. Comme j'ai dit, je l'espère, qu'avec l'intelligence qui est la sienne, avec le talent juridique qui est le sien, le professeur Moïse Kamto dispose de documents solides qu'il pourra faire présenter, qu'il pourra présenter devant qui de droit s'il y a une possibilité de recours alternatif après le recours constitutionnel à l'échelle nationale. Honoré César, il y a 8 des 9 candidats sont absents. Pour vous, ça veut dire quoi? Le président du Sénat est absent, on peut comprendre pour lui, et pour les autres. Oui, les absents... Ils ne connaissent pas, quelque part, la victoire? Non, je pense que si, au vu des emplois du temps des uns et des autres, on ne peut pas les en vouloir. C'était une audience de proclamation des résultats. Donc vous pouvez comprendre que lors d'un examen, très souvent... 8 absents. Non, 7 absents, on va expliquer. Nous sommes dans une proclamation des résultats. Oui. Et c'est quand il même faut beaucoup, comprendre... 7 absents. Non, ce n'est pas une prestation de serment. Je peux vous assurer qu'à la prestation de serment, ils seront tous là. Alors, vous pensez que Franklin, lui, il a eu du temps pour... oui, son emploi du temps l'a permis d'être là et il était là. Donc je pense que ceux qui n'ont pas été là ont eu des représentants. Mais malheureusement, les images que nous avons reçues de la CIATV, peut-être n'ont pas pu identifier exactement qui était le représentant X, mais je pense que tous les représentants étaient là. Mais pour les acteurs, pour les principaux acteurs, je pense que ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer. Lorsqu'on met une chaise, on a besoin, même vous avez vu que le professeur Kouvon a eu la peine à s'asseoir sur la chaise du PIOS parce que c'était réservé à Cabral. Il a fallu un entretien téléphonique avec Cabral pour qu'il puisse s'asseoir sur cette chaise-là. Nous sommes quand même dans une logique de respect déontologique de la hiérarchie. Donc, candidat est Cabral Libi, pardon, et le candidat
du parti Univers. Et cette chaise était réservée au candidat Cabral. Maintenant, vu son absence, il a fallu son accord pour que le représenter. Quand je l'ai dit, je voudrais tout simplement dire que l'absence des 8 autres s'explique, comme je l'ai dit tantôt, et maintenant par rapport aux ambassadeurs, je pense que... Donc il a fallu négocier aussi pour que Jean Cueté s'asseye à la place de Paul Biya. C'est la proclamation des résultats. Oui, mais les résultats... La place, c'était pour Paul Biya, c'est ça? C'était la place du RDPC, c'était les noms des partis qui étaient posés sur les sièges. Pour le cas précis, pour votre préoccupation, oui. Je pense que lorsque on va prendre les résultats à la fin d'année, si le parent ne peut pas être là, je peux déléguer mon épouse, je peux déléguer soit un parent disponible à la maison. Et c'était le cas. Donc je pense que la place du RDPC, déjà, on le sait dans tous les cérémonies officielles, que ce soit à l'international, quand on parle du RDPC, la première personnalité après le président de la République, c'est bel et bien le secrétaire général à la personne de Jean Cueté. Donc il a bel et bien, il représente valablement le parti et il était présent. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure du président du Sénat, je pense que vous l'avez dit. Oui, oui, c'est pour... oui, on va donner... On sait tous vu des indisponibilités de santé, il n'a pas pu être là. Oui, donc ça ne devait pas faire l'objet d'un débat de polémique. Maswabo, sur ces absences des candidats, cette cérémonie, cette audience solennelle de proclamation des résultats. Je ne vois même pas pourquoi les partis devaient être là. Le Conseil constitutionnel a montré vers quelle direction il tendait, et puis du coup, les gens vont venir aider Biya à légitimer sa fraude et tout ce qu'il a pu faire là-dedans. Je suis d'accord. Je suis désolé, on a passé cette étape-là. Il a gagné. Il a gagné. Il est président de la République pour 7 ans. Pourquoi vous empêchez de parler? Non, arrêtez de gesticuler. Il est président de ce soir, depuis président de la République. Vous fouillez dans les feuilles. N'insultez pas la majorité des Camerounais qui ont porté leur choix sur Paul Biya. N'insultez pas la majorité des Camerounais. Respectez la majorité. C'est ça la loi de la démocratie. Monsieur le président. Respectez la majorité du peuple camerounais qui a accordé ce sondage à M. Paul Biya. Il parle de la majorité. Respectez cette majorité. 6 millions étaient inscrits et on a respecté cette majorité. Il parle de la majorité. Respectez cette majorité. Non, il faut qu'on soit sérieux. Il faudrait que le représentant du RDPC cesse de distraire les gens. Je dis tout simplement c'était tout à fait normal. Vu ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, on ne pouvait pas s'attendre à ce que Joshua aussi ou bien Kamto viennent. On connaissait déjà la position. Ok. Sylvestre Hippolyte Zangaou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités, bonsoir nos chers téléspectateurs. Voilà, dans un instant, 100% football. Oui, 100% foot ce soir avec les Lions indomptables qui savent à quelle sauce elles seront mangées au premier tour de la CAN qui démarre le 17 novembre prochain au Ghana, la CAN de football féminin. Les Lions sont dans le groupe A avec le pays hôte, le Ghana, l'Algérie et le Mali. Premier match pour les joueurs de Joseph Ndoko le 17 novembre contre l'équipe du Mali. Ce sera à Accra au Ghana. Nous en parlerons ce soir avec des réactions au sein de la tanière de cette équipe. Des Lions qui à la cérémonie de tirage au sort. Nous parlerons également de la participation de l'équipe nationale de football féminin de moins de 17 ans à la Coupe du Monde qui se dispute elle aussi dans quelques jours du côté de l'Uruguay. Les Lions de moins de 17 ans sont au Brésil pour un stage d'acclimatation et puis à la Fédération camerounaise de football, la fièvre électorale monte. Dans quelques jours, le processus sera lancé après. Il y a quelques jours, l'adoption des nouveaux statuts eux aussi querellés. D'ailleurs, vous l'avez appris sur Equinox Télévision. Depuis quelques jours, Abdourahmane Amadou Baba a d'ores déjà annoncé qu'il attaquera ces tests devant le tribunal arbitral du sport. Donc on est loin d'être sorti de l'auberge pour ce qui est de la Fédération camerounaise de football. Nous parlerons aussi du championnat, des championnats professionnels Elite 1 et Elite 2 qui vont démarrer le 3 novembre selon ce que prévoit le président du conseil d'administration de la LFC, Pierre Semengue, qui a d'ailleurs annoncé que le championnat Elite 1 se disputera avec 20 clubs et celui de Elite 2 avec 18 clubs. Et parmi les clubs qui vont accéder de part après cette décision de Pierre Semengue en Elite 1 figurera le canon sportif de Yaoundé pourtant recalé à la régulière à la fin de la saison dernière. Voilà, madame, monsieur, c'est donc un menu très très costaud et riche qui va vous être servi par Sylvestre Hippolyte Zangaou dans 100% football dans un instant. Tout de suite après Equinox. Merci, cher monsieur, d'être venu. Merci. Peut-être un mot, quelques secondes sur les 2 ans, Ezeka. Vous avez suivi les victimes parler? Oui, on a suivi les victimes parler. On attend toujours le dénouement heureux. Il y a la stèle, par exemple, qui reste toujours attendue. Le ministre de la Culture allait inaugurer. Il y a à peine quelques semaines, j'étais à Ezeka. Après l'inauguration, le site est vacant. Il n'y a plus personne. Je suppose qu'à la veille
la prochaine commémoration, on verra encore un bal de ministres de Yaoundé aller encore avec les télévisions pour faire, comme vous le savez, et puis on reviendra. Et 10 ans après, on n'aura pas de stèle. César brûle d'envie de vous répondre. Hein? Non, ça fait mal de voir ce qu'on a suivi tout à l'heure là. Il n'est pas normal que les victimes de la catastrophe des ECA, telles qu'on a suivi le reportage, ne soient pas encore indemnisées bien après le mot et le coup de pouce que leur a donné le chef de l'État. Et on ne sait pas pour quelle raison ça traîne encore, mais ça fait mal. C'est pas ça le Cameroun dont a besoin le président Paul Biya. C'est bien la triste réalité, hein, mais c'est le Cameroun. Ok. Wilfried? Voilà, je termine en disant qu'il y a 103 ans, en 1915, la France, notre métropole, et l'Allemagne ont commémoré la bataille de Verdun. Le président de la République du Cameroun, qui n'était pas présent à la promulgation des résultats, n'était curieusement pas présent non plus sur les lieux de la catastrophe des ECA. En plus de l'absence d'indemnisation, on peut donc conclure de manière définitive en disant qu'il n'y a pas pire idée pour un citoyen camerounais que de voter pour les RDPC. Mais on a gagné. Voilà, merci. On a 7 ans. Merci, cher monsieur, d'être venu. C'est ce qui explique cela. Rendez-vous demain, 19h pour Equinox ce soir. Rediffusion aujourd'hui, 23h GMT. Il sera minuit à Batienga. Oui, finalement, dans le jeu de...